Cet été, en juillet 2024, nous avons eu la joie de célébrer nos 6 années de mariage et on a voulu répondre à des questions que nos abonnés sur Instagram nous ont posées. Et donc, nous allons dans cette vidéo vous partager notre expérience, répondre à ces différentes questions et on croit que cela va inspirer, que cela aussi va vous donner des pistes, que vous soyez au début de votre mariage ou déjà marié depuis de nombreuses années. C'est parti pour cette vidéo FAQ. Première question. Si vous deviez comparer votre relation d'aujourd'hui à celle de la première année de mariage, quelles ont été vos phases apprentissage pour chaque année? Alors, pour répondre pour chaque année, c'est pas évident, mais on va essayer de comparer par rapport à la première année et aussi donner des éléments sur comment ça a évolué. Moi, personnellement, en regardant en arrière, je pense que là où ça a évolué, c'est dans la connaissance que j'ai de moi-même par rapport à la première année, par rapport à notre relation. La connaissance que j'ai de Raïssa aussi. Donc, je la connais mieux, je connais mieux ses goûts, je connais mieux ses attentes. Et un autre point très intéressant pour moi en tout cas, c'est que j'arrive mieux à détecter en amont des situations qui peuvent créer des tensions. Ce qui me permet d'agir de façon à ce qu'on n'en arrive pas au point que ce soit une tension. Si je sais que Raïssa est fatiguée en ce moment et qu'elle aime bien que la maison soit rangée, que quelque chose ne soit pas déposé là, je sais qu'à ce moment-là, je dois faire beaucoup plus attention. C'est un exemple. Donc, c'est plus dans ce sens-là. J'arrive à mieux détecter des situations qui peuvent être à risque, si on peut dire ça comme ça. Pour moi, ce que je trouve qui a évolué entre notre relation la première année, après 6 ans de mariage, c'est que notre relation demande beaucoup moins d'énergie à entretenir. Beaucoup moins de charge du coup. Beaucoup moins de charge mentale parce que avant, comme on apprenait quand même à vivre ensemble, même si on avait eu une très bonne préparation au mariage, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que ça nous demandait quand même beaucoup d'énergie de planifier les choses, d'apprendre à fonctionner ensemble dans le quotidien. Ça se passait bien, mais ça demandait beaucoup d'énergie. Il fallait vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui arrange l'autre, etc. Alors qu'aujourd'hui, le fait qu'on se soit quand même pratiqué pendant 6 ans, maintenant 6 ans et demi, fait qu'on se comprend beaucoup mieux sans avoir besoin de trop questionner. Et ça enlève vraiment une grosse charge mentale parce qu'on a fait ce travail-là en amont. On a été très intentionnel dans les premières années. Ça fait que maintenant, on est plus vraiment dans de l'entretien, mais on n'a pas l'impression de revivre les mêmes difficultés que dans la première année. On a vraiment le sentiment de progresser dans notre relation. Et ça fait que l'énergie qu'on ne met pas, par exemple, à gérer des disputes, des conflits tout le temps, on peut la mettre pour faire des projets ensemble, pour servir Dieu, etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, moi, me frappe si je comparais les deux. On pourrait dire d'autres choses, mais je pense que si je devais retenir une chose, c'est celle-là. La deuxième partie, c'est quels ont été vos apprentissages pour chaque année de mariage? La première phase, je dirais que c'est l'apprentissage de la vie à deux, concrètement. Parce que c'est vrai qu'on a vécu 4 ans de préparation, 4 ans de fiançailles, 4 ans de fréquentation fiançailles, où on avait eu le temps d'apprendre à se connaître, mais la vie à deux, c'est un autre univers. Même si ça s'est bien passé, il a fallu apprendre, mine de rien. Les habitudes un peu plus concrètes de l'autre, et nous-mêmes aussi, apprendre concrètement entre ce qu'on imaginait et ce qu'on a vécu. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, moi, je dirais, c'est quand notre appel s'est vraiment confirmé. Parce qu'on a commencé à partager sur les réseaux sociaux vraiment par obéissance. Et on était en mode, OK, Seigneur, on le fait. On croit que ça vient de toi. On le fait. On partage vraiment ce qu'on apprend dans notre préparation. Et après, quand on s'est marié, notre première année de mariage, à l'église, on nous a proposé de commencer à faire d'assister le pasteur qui faisait la préparation au mariage. Et là, notre appel a vraiment été confirmé en fait pour nous dans le sens où on s'est dit, OK, là, c'est plus juste nous qui faisons notre petit truc dans notre coin. On sent vraiment que même nos pasteurs, nos leaders reconnaissent qu'il y a quelque chose sur notre couple. Ce qui est un bon signe. Et donc, ça aussi fait que pour nous, on s'est dit, il faut qu'on le prenne vraiment au sérieux. Et ça, c'était, je crois, en 2019, donc dans notre première année de mariage. En sachant qu'on avait eu aussi quelques éléments avant qui nous conduisaient dans ce chemin-là. Et après, en effet, la reconnaissance qu'on a commencé à avoir
de nos leaders spirituels, voilà, c'est venu comme une brique supplémentaire, venir confirmer ce qu'on avait déjà perçu, nous, un petit peu en amont. Et la troisième phase, je dirais, c'est l'arrivée de notre fille, l'arrivée de notre princesse. Qui est venu bouleverser notre équilibre, d'accord? Bon, en créant un nouveau, on va dire. Oui, bouleverser l'équilibre qui existait et en créer un nouveau. Donc, il a fallu trouver un nouvel équilibre. Donc, l'apprentissage derrière cela, ça a été déjà d'apprendre que ce qu'on avait posé comme base avant nous a permis de tenir le coup dans une phase de transition. Les premiers mois de l'accueil du bébé, de l'organisation, il faut savoir qu'on était en plein Covid, donc on n'a pas forcément d'aide extérieure. Ça avait ses bons côtés, mais aussi ses challenges. Mais voilà, on a appris aussi concrètement à être des parents. Et entre ce qu'on imaginait et ce qu'on est concrètement quand on est parent, il y a un décalage. On s'était préparé et on a appris aussi avec notre fille, avec sa personnalité, avec ses besoins, à répondre, à être des parents et à aussi grandir dans cet appel. Et du coup, peut-être la troisième phase, là, ça s'est enchaîné. C'était en même temps que ce qu'on va dire, quatrième phase, qui était un peu la transition professionnelle pour moi et pour nous, finalement, dans le sens où ce qu'on voyait vraiment comme quelque chose à côté, c'est-à-dire tout ce qu'on fait pour les couples. Jusque-là, on se disait, bon, ok, on le fait, mais moi, j'avais mon métier. Je travaillais en entreprise en tant que contrôleur de gestion. Lui, il était aussi dans son poste en tant qu'ingénieur en informatique. Et moi, dans mon esprit, jamais je me suis dit forcément que je vais quitter mon travail pour faire ce que je fais là à temps plein. Et j'avoue que quand on a vraiment senti que Dieu nous poussait dans cette direction, ça a été vraiment un challenge. Mais en même temps, Dieu a su comment conduire les choses parce que c'est tombé en même temps que l'arrivée de notre fille. Donc, je pense que le Seigneur a fait vraiment passer ça en mode il faut que tu te dédies à ta famille et à développer l'appel que j'ai mis sur votre vie. Et pour moi, c'était vraiment beaucoup de changements en même temps qui m'ont appris déjà personnellement à plus dépendre de Dieu. Parce que quand on a un salaire qui tombe tous les mois, quand on a déjà un plan de carrière dans sa tête, bien établi. En fait, moi, j'avais tracé ma carrière, mes projets dans ma tête. Et là, déjà, je deviens maman et le Seigneur met vraiment une vision assez claire de comment, de la maternité, en tout cas, selon son cœur, en tout cas pour moi, et qui vient en même temps avec ce côté, oui, ok, développer cet accompagnement de couple et tout ça. Ça a été beaucoup de choses en même temps, mais ça nous a vraiment étirés dans notre foi. Ça nous a amené encore à un niveau supérieur de dépendance à Dieu. On a dû aller se former. C'était vraiment une saison très, très, très intense, mais où on a aussi vu la fidélité de Dieu à plusieurs niveaux. Et je pense qu'on est encore dans cette saison-là. Mais qu'on a quand même passé un cap dans le sens où on est encore là, on est là, on continue par la grâce de Dieu et on attend de voir ce qu'il va faire encore pour la suite. Ça a été c'est la phase où on a quand même accompli, en prenant un peu de recul, pas mal de choses. On ne s'attendait pas forcément à faire en si peu de temps, sans avoir beaucoup d'aide. En travaillant beaucoup à deux avec, des aides ponctuelles à gauche et à droite. Mais en étant à deux, on a aussi appris à fonctionner, à travailler ensemble, à s'appuyer sur les forces de l'un et de l'autre pour pouvoir mener à bien. Donc, quand vous voyez les formations qu'on vous met à disposition, Havre de paix, la formation Objectif Sérénité Financière pour la gestion des finances, c'est à chaque fois la combinaison de qualités, de compétences que l'un a associé à des compétences que l'autre a, qu'on a su conjuguer, que ce soit de l'aspect technique où moi je suis un peu plus à l'aise, l'aspect marketing où Raïssa est un peu plus à l'aise, l'aspect enseignement où on est tous les deux à fond là-dessus, mais Raïssa va être plus porté sur la partie budget, moi sur la partie préparation au mariage. Donc on a à chaque fois, dans chacun de ces projets-là, mis des talents que Dieu avait mis en nous. On a essayé de les conjuguer en fait au maximum possible pour créer des ressources qui allaient vous bénir. Et donc, on est toujours dans cette phase qu'on essaie de développer. Et même des événements qu'on a pu organiser. Et honnêtement, parfois, c'est vrai que pour moi, personnellement, qui suis dedans, j'ai l'impression que ça l'est évident, mais avec le recul, ça ne l'est pas forcément. Mais par la grâce de Dieu, depuis cet été aussi, on a la grâce d'être accompagné de quelqu'un qui nous aide à faire les montages des vidéos. Qu'on peut payer justement parce que grâce aux formations qu'on donne, c'est pour ça aussi qu'on a besoin en tout cas pour le moment,
de faire ces formations-là payantes parce que il y a des besoins à financer pour créer les contenus concrets. Si on devait monter nous-mêmes les vidéos, on ne pourrait pas suivre le rythme de vous poster une vidéo toutes les semaines. En tout cas, jusque-là, on a de l'aide à ce niveau et on aimerait vraiment aussi avoir plus d'aide pour faire encore plus de choses. On sent que le Seigneur nous amène en tout cas à faire encore plus. Mais on prie en tout cas pour qu'il nous envoie de l'aide, des ressources vraiment qualifiées et adaptées en son temps. Troisième question, et on va dire c'est un package de questions parce que plusieurs personnes l'ont posé. C'est comment entretenir l'amour ou la flamme dans le couple? C'est une très bonne question parce que ça veut dire que vous êtes déjà conscient qu'il faut l'entretenir. Et en effet, nous, dès les premiers instants en fait, de notre mariage, on était très vite conscient qu'on ne pouvait pas juste laisser les choses couler par elles-mêmes. Donc, on a au début mis en place des rituels comme des retrouvailles où tous les vendredis, on avait ce qu'on appelle encore le date day, où voilà, on prenait du temps pour parler de notre relation, parler de comment la semaine s'est passée, vraiment du temps pour construire, pour connecter l'un à l'autre. Entretenir la flamme, ça passe simplement par le fait d'être aussi vulnérable l'un vis-à-vis de l'autre. Alors dit comme ça a l'air basique, mais si je veux continuer à ce que ma relation grandisse, parce que derrière entretenir la flamme, c'est ça, une relation c'est comme un jardin. Si le jardin n'est pas entretenu, si on n'enlève pas les mauvaises herbes, si on n'arrose pas, si on ne plante pas, il y a peu de chances pour que le jardin soit toujours luxuriant et verdoyant, comme on peut le voir. Donc, enlever les mauvaises herbes, c'est quand il y a des incompréhensions, en parler le plus tôt possible pour éviter que ça se propage et que ça crée des difficultés. Entretenir, c'est parler le langage d'amour de l'autre. C'est important d'en être conscient, d'essayer de le parler au maximum. Aussi de répondre aux attentes l'un de l'autre quand on le peut et au maximum possible, de manifester cet amour. Et tout ça part aussi, comme on le disait au début, du fait de chercher à mieux en mieux vous connaître. Parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis que parce qu'on vit dans la même maison, forcément on a les mêmes attentes, on a les mêmes besoins. Ça, c'est la pire erreur que vous puissiez faire, de prendre vraiment pour acquis que vous avez les mêmes attentes, les mêmes besoins, etc. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas, que nous, on a, par la grâce de Dieu, assez vite compris, qui a fait qu'on était plutôt dans un état d'esprit d'être curieux de l'autre et ouvert à entendre quand l'autre, par exemple, avait des frustrations ou que l'autre n'était pas satisfait de la relation, parce que ça aussi, c'est des conversations parfois à avoir, de clairement vous demander, ok, comment tu te sens dans la relation? Est-ce que je suis une bonne épouse pour toi? Est-ce que je suis un bon époux pour toi? Si c'est des questions que vous ne posez jamais à l'autre, il faut commencer à le faire parce que ce n'est que l'autre qui peut vraiment vous faire un retour parce que vous êtes époux de l'autre, épouse de l'autre, donc c'est pas à toi de juger si tu es une bonne épouse parce que à la fin de la journée, c'est ton mari qui est bénéficiaire de ce rôle-là que tu joues. Donc, et dans l'autre sens, ça marche aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on est assez à l'aise et on le fait vraiment, c'est des échanges qu'on a dans la bienveillance. Le but, c'est pas de casser l'autre et de dire tu es nul, tu ne sers à rien, mais d'être assez ouvert pour dire ok, ça j'apprécie, ça me fait du bien, ça un peu moins, ce serait bien que tu fasses un effort. Et ce n'est pas toujours automatique, c'est pas parce que tu vas lui dire que du jour au lendemain la personne va changer. Être aussi patient, donner l'espace à l'autre pour grandir et parfois apprendre lui-même à se connaître parce qu'on parle souvent de guérir des blessures d'enfance et tout ça, c'est tout un processus. Et le mariage aussi, quand vous arrivez à créer un espace de confiance, de vulnérabilité, ça crée aussi un espace qui va favoriser votre guérison et même va vous propulser dans votre appel. C'est aussi le but du mariage. Alors, c'est quoi le plus dur dans le mariage? C'est quoi le plus dur dans le mariage pour toi? Le plus dur dans le mariage, c'est, je vais dire, de faire la place à l'autre. Et ouais, je pense que c'est ça, en vrai. Et d'accepter la différence de l'autre. En fait, quand je dis que c'est le plus dur, c'est parce que pendant de nombreuses années, tu as appris à fonctionner par toi-même et à faire des choix que pour toi. En tout cas, je vais parler de ma perspective en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité supplémentaire qui entre en ligne de compte. C'est-à-dire que les choix maintenant que je fais ne me concernent plus que moi. Ils concernent aussi mon épouse, concerne aussi mes enfants. Cette responsabilité-là entraîne aussi le fait qu'on fait des choix. Les choix sont beaucoup plus lourds à prendre. Les décisions sont beaucoup plus lourdes à prendre. Autant avant, tu te dis, bon, finalement, si ça se passe mal, c'est que moi que ça impacte. Ok, fine. Je pense que ça, pour moi, en tout cas, personnellement, ça a été le plus gros challenge. En tout cas, le challenge en tant que mari.
Moi, honnêtement, je dis toujours c'est la parentalité pour moi, dans le sens où c'est pas vraiment le couple ou le mariage en lui-même, mais pour moi, c'est vraiment la parentalité. Parce que j'estime qu'un adulte, quand il y a des choses qui vont pas, vous pouvez vous asseoir, vous discuter. Pour peu que... Voilà. En tout cas, nous, dans notre relation, on a quand même cet espace où on peut discuter quand les choses, en tout cas, ne se passent pas comme on aimerait, sans que ça dégénère. Mais un enfant immature... En fait, c'est juste compliqué, je trouve. C'est très différent. En fait. Ouais, c'est juste compliqué. D'en même temps, arriver à répondre à ses besoins, lui laisser l'espace pour grandir, s'adapter à son niveau et tout ça, tout en continuant à être une bonne épouse, à grandir dans son appel, son ministère, sa vie professionnelle, etc. Et moi, pour moi, je pense que ça a été encore plus difficile parce que, comme je disais, j'ai vraiment vécu ce changement en même temps que mon changement de vie professionnelle. Donc, c'était hyper challengeant. Je me dis peut-être que si j'avais vraiment vécu que la maternité, en mode je suis devenue maman et j'ai l'espace de le vivre sans en plus devoir gérer le challenge d'un changement professionnel, peut-être ça aurait été différent. Mais du coup, je l'associe vraiment pour moi la phase la plus difficile. Pas parce que j'ai mal vécu la grossesse ou l'enfant ou même l'accouchement, pas du tout, mais vraiment le fait de vraiment pleinement embrasser mon rôle de mère tout en vivant une transition professionnelle. Surtout vivre le rôle de mère comme j'aspirais à le vivre, ça a été un vrai challenge, surtout au niveau de mon caractère, de quelqu'un de très ambitieuse, visionnaire et tout ça, de vraiment parfois faire taire mes aspirations et autres. Ça, c'était vraiment un challenge très compliqué pour moi. Mais justement, le fait que dans le mariage, ça se passait bien, ça a permis de mieux vivre cette saison-là. Comment avez-vous fait en 6 ans pour gérer vos belles familles respectives? Alors, on a la grâce d'avoir des belles familles avec lesquelles ça se passe bien. Comment on a fait? On a essayé de construire les relations avec nos belles familles dès la période des fréquentations, en sachant que Raïssa et moi, nous sommes de 2 pays différents, pour ceux qui ne le savent pas. Raïssa est du Cameroun et moi du Burkina. Donc, dès les premiers moments, dès les premières années de notre couple, de la fréquentation, on a essayé de faire en sorte que, par exemple, Raïssa puisse comprendre un peu mieux ma culture et que moi, je puisse comprendre un peu mieux la sienne. Et aussi rencontrer, au fur et à mesure que notre relation évoluait, des personnes de son cercle familial et aussi de la même façon de mon côté. On a même fait un voyage où Raïssa est venue au Burkina pour rencontrer la famille. On n'était pas encore mariés, mais c'était une façon pour nous de mieux appréhender le contexte culturel de l'autre. Où est-ce que tout cela nous a aidés? C'est que maintenant, le fait de comprendre la mentalité et de voir qu'il y a une différence par rapport à ce dans quoi nous on a grandi, ça permet de faciliter les échanges. Du fait de savoir que, par exemple, il y a une très grande marque de respect, en tout cas dans ma famille, de mon côté, dans la façon d'interagir, qui peut parfois paraître être comme de la distance, vis-à-vis de ce qu'elle vivait dans sa famille, ça lui a permis de mieux comprendre les interactions qu'on avait. Et donc de s'aligner sans dénaturer sa façon, elle, de communiquer ou d'exprimer de l'affection ou d'exprimer du respect, mais d'avoir des codes pour pouvoir décrypter les situations. Oui, en fait, je pense que c'est vraiment être intentionnel si on devait résumer, parce qu'on a posé beaucoup d'actes intentionnels dans le but d'avoir des relations saines avec la famille de l'un et de l'autre. Parfois, ça nous a coûté financièrement, comme par exemple le fait de voyager au Cameroun, au Burkina, que ce soit avant le mariage et même après la naissance de notre fille, on a tenu à aller dans nos 2 pays dès ces 2 premières années. Et en fait, pour nous, c'est des petites choses comme ça qui font que chaque famille va se sentir honorée, chaque famille va avoir une place en tout cas, autant que ça dépend de nous. Maintenant, pour ce qui est des situations qui sont moins évidentes, on essaye toujours d'être dans le respect et l'honneur des autres. Après, on ne peut pas non plus tout contrôler et c'est là où on laisse ce qui nous dépasse entre les mains de Dieu, et on a plusieurs fois vu aussi Dieu agir et parfois apaiser certaines situations qui pouvaient nous dépasser. Donc, je dis toujours que pour moi, par rapport à la belle famille, le plus important, c'est vraiment les intentions que tu nourris vis-à-vis des personnes qui vont se refléter dans tes actes. Et même si ça arrive que tu sois maladroite ou maladroit, le fond de ton cœur, de ta pensée va toujours se refléter à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Cherche à faire du bien aux autres, cherche à honorer, à respecter, sois intentionnel vraiment pour construire des relations saines. Et si tu n'as pas le retour de ce que tu donnes, toi continue quand même.
C'est ça en fait. Alors, on prend la dernière question et pas des moindres. Quel a été votre plus grand défi? Alors, jusque-là, j'aurais dit c'était la parentalité, mais ça a toujours trait à la parentalité. Finalement, notre plus grand défi, c'est que cet été 2024, on a vécu une perte de grossesse et pas n'importe laquelle. C'est qu'on a vécu ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine, qui est en fait... tu peux expliquer du coup? On fera une vidéo pour vous en parler un peu plus en détail, mais ça a été un vrai challenge pour nous, cette grossesse extra-utérine, qui est simplement le fait que l'œuf, l'embryon, enfin, que en tout cas la grossesse ne se développe pas dans l'utérus, là où ça devrait se développer, mais plutôt dans les trompes, ce qui était notre cas. Ça a été un défi pour nous, parce que voilà, c'est la première grossesse qu'on perd. Et on est passé par tout un processus. Dieu nous a fait grâce. Dans une courte période de temps, il y a eu des moments intenses de peine, mais Dieu nous a relevés, il nous a restaurés et on espère pouvoir vous en parler très vite. Voilà, donc on ne va pas trop s'étendre sur le sujet dans cette vidéo parce que je pense que cet épisode de notre vie, en tout cas le Seigneur nous a mis à cœur d'en témoigner. On le fera dans une vidéo dédiée, mais comme la question était là, on s'est dit on peut introduire le sujet et on en reparlera plus en détail dans une autre vidéo. Donc c'est la fin de cette FAQ. Dites-nous si nos partages vous ont aidé, on a hâte de vous lire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mariage épanoui avec Dieu pour plus de vidéos qui vont vous aider à bâtir un mariage épanoui avec Dieu. À très vite.